Donc, je vais essayer, moi, pour ma part, d'abord, je vous remercie, hein, la commission jeunes de l'association du CPNLF, de nous avoir invités, d'avoir invité l'UNAFAM à participer à cette session. C'est toujours un moment important pour nous. Alors, j'avais intitulé cet échange avec vous «Mieux soigner pour moins contraindre» et je pense que nous aurions aussi pu l'écrire «Moins contraindre pour mieux soigner» parce que les 2 vont réellement ensemble. Alors, bien sûr, hein, moi je parle ni en tant que soignante, ni en tant que comme le vient de le faire madame Fornaro, ni en tant que psychiatre. On est vraiment là à parler au nom des familles et je tiens à dire que je vais plutôt essayer de vous dire ce qui nous paraît important, ce qui nous paraît possible et pas forcément coûteux et qui pour nous serait, très fort porteur d'espoir. Alors ces espoirs, je voudrais juste avant dire un tout petit peu d'histoire parce que l'UNAFAM porte cet espoir de diminuer le nombre de personnes en soins sans consentement, de diminuer le nombre d'isolements et de contention depuis déjà de nombreuses années et c'est vrai qu'il y a eu vraiment un acmé dans cette demande au moment donc de l'alerte de nos adhérents de Bourg-en-Bresse. Et c'est vrai qu'au cours des années, hein, de 2015 à 2021, on a vraiment été dans l'espoir. Et cet espoir s'est vraiment concrétisé avec les bonnes pratiques, les recommandations de bonnes pratiques en 2017 avec la Haute Autorité de Santé. Mais on voit vraiment que ces recommandations qui étaient inscrites dans un droit souple ont très peu ému la communauté et qu'il a fallu attendre finalement l'année dernière avec tout le travail qui a été fait sur l'article 84 pour se poser la question de comment on y allait vers ces diminutions de la contention et de l'isolement. Alors, c'est pas anecdotique et ça c'est vraiment important de se le rappeler. 79 000 patients hospitalisés en soins sans consentement à temps plein, 28 600 qui ont été mis à l'isolement pour une durée moyenne de 16,2 jours. Donc ceci représente quand même un pourcentage extrêmement important. C'est une pratique encore très répandue et qui même aurait, d'après les chiffres en tout cas, hein, légèrement augmenté depuis 2017. Or, et c'est tout à l'heure, madame Fornaro en a parlé à partir de l'expérience et de ce qu'elle avait entendu donc de la part d'un médiateur de Santé Père. Or, les conditions matérielles de la mise en isolement restent encore dans beaucoup d'endroits, même si tout à l'heure nous avons vu la différence, un état indigne des lieux. Et donc, je vous invite à retrouver notre enquête hein, que l'on a menée sur les commissions départementales des soins psychiatriques et qui montrait encore qu'une chambre d'isolement sur 5 est dépourvue de sanitaire et que 30% des chambres d'isolement sont dépourvues de boutons d'appel. Donc réellement, on peut dire peut mieux faire. On est dans cette rentrée scolaire. On est également dans un moment où le comité des droits de l'ONU a entendu la France et réellement, on peut dire peut mieux faire. Alors, pour les familles, nous avons encore du mal avec cette notion de pratique nécessaire et nous pensons que cette pratique est nécessaire parce qu'il y a une très grande hétérogénéité des pratiques et que l'on manque aujourd'hui réellement de travaux scientifiques et qui font, comme nous l'avons vu tout à l'heure présenté par madame Fornaro, qui voient un peu comment, dans des unités où on pratique autrement, qu'est-ce que cela change. Et je crois qu'on doit encore, nous pensons que l'isolement et la contention restent quand même une pratique abusive et que dans quelques années, ça nous paraîtra évident, même si aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais nous aurons certainement une répulsion étonnée de ce qui a pu être les pratiques sur ces dernières années. Mais c'est vrai que pour les familles, il y a quand même une question très importante
parce que comment limiter les soins non consentis sans pour autant abandonner les personnes à leur souffrance? Donc réellement, nous pensons que là, il y a vraiment un travail très, très important à venir. Alors, quelques points que nous avons identifiés. Notre premier point pour soigner mieux et moins contraindre va vraiment manquer d'originalité, hein. C'est de reconnaître le pouvoir d'agir de l'usager et favoriser son processus de rétablissement. Vous avez là un verbatim d'une personne qui nous dit comment, une fois qu'il a été dans ce processus, comment ça lui a permis de mieux communiquer avec son entourage, d'expliquer son comportement singulier. Et donc, il milite, il dit, je milite pour que les médecins s'engagent à diagnostiquer plus rapidement, permettant ainsi de donner une chance supplémentaire à un rétablissement réussi. Alors, reconnaître ce pouvoir d'agir, ce n'est pas encore complètement dans toutes les unités et il suffit de reprendre les chiffres de notre baromètre UNAFAM pour voir que ce n'est pas encore la norme dans la prise en charge des personnes. Protéger, c'est reconnaître aussi les droits du citoyen usager patient et favoriser son autonomie, pas uniquement dans les soins. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on doit acquérir, favoriser cette autonomie de la personne dans tout ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas une maladie, elle ne se limite pas à sa maladie. Donc, il faut effectivement lui permettre d'accéder et de se maintenir à un toit, d'avoir des ressources, d'accéder et de se maintenir dans un emploi, lui continuer et faire tout ce qui est possible pour lui permettre d'avoir accès à un lien social. Et pour tout cela, eh bien, si c'est nécessaire d'avoir des accompagnements, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble à se battre pour que ces accompagnements soient tout à fait possible et qu'elles puissent répondre aux besoins de la personne. Protéger et soigner sans contraindre, eh bien, ça implique quand même de se poser la question toujours, qu'est-ce qui a conduit à la crise? Qu'est-ce qui a conduit à la crainte, à la contrainte? Et ça, cette question, elle doit être posée avec la personne, avec les acteurs et avec son entourage. Nous avons trop souvent des familles qui nous remontent le retard aux soins, faute d'accompagnement de la personne, retard de prise en charge précoce, on ne peut rien faire, elles entendent ces phrases, on ne peut rien faire, c'est à lui de faire la démarche. Mais la stigmatisation est forte. Donc ce point est réellement un nœud pour les familles, une charge mentale extrêmement importante, un énorme sentiment de solitude. Et donc il faut vraiment travailler sur ce point de qu'est-ce qui a conduit à la crise, qu'est-ce qui a conduit à la contrainte, tout ce qui va favoriser la non-rupture de soins, tout ce qui va favoriser l'aller vers, tout ce qui va permettre l'écoute de l'entourage. Et cette démarche d'écoute vis-à-vis de l'entourage de la personne, nous le portons très fort au niveau de l'UNAFAM, même s'il y a un prisme déformant sur le rôle de l'entourage. Et nous sommes très sensibles à ce qui est porté dans certains pays du Nord, où si la personne refuse la présence de son entourage, eh bien la chaise reste vide. Et je crois qu'en acceptant avec cette personne que cette chaise reste vide, on a aussi tout un travail avec le lien social de cette personne. Rarement une personne est un électron libre, elle a un entourage et tout faire pour que cet entourage reprenne sa place auprès d'elle, c'est effectivement favoriser son rétablissement. Donc, laissons la chaise vide jusqu'à ce que la personne elle-même voit quelle est dans son entourage les personnes qui peuvent l'aider. Il faut promouvoir aussi le rétablissement des familles. Donc pour nous, c'est un point très important. Bien sûr, le rôle des associations en complémentarité avec celui des acteurs du soin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, hein, donc par exemple le projet Bref, et tout ce qui va permettre finalement de connecter la famille pour qu'elle puisse
avoir accès à de l'information, à de l'information, entendre leur colère, leur proposer de rencontrer d'autres familles. Et récemment, une dame me disait, en fait, on prend beaucoup en compte aujourd'hui les chocs post-traumatiques, violences, harcèlement, attentats, inondations. Même moi, c'est un vrai choc que j'ai reçu et je suis restée seule jusqu'à ce que nous trouvions l'UNAFAM. Donc c'est vraiment important cette notion de père aidance et je remercie la présentation d'avant et le docteur Cantero d'avoir commencé à travailler donc sur cette notion de père aidance famille à l'intérieur de son, de, de son secteur, je pense. Alors, protéger et soigner sans contrainte, eh ben, ça implique de transformer le système. Donc, nous, on croit vraiment à l'importance de l'accueil personnalisé du patient. On a vu aussi l'importance d'une architecture adaptée. Donc, vraiment, nous sommes avec vous pour demander que cette architecture soit de plus en plus soit accueillante, les lieux non enfermants. Il y a aussi l'importance de former les équipes pour apprendre à maîtriser les peurs réciproques, pour une désescalade de la violence dans l'intervention de crise, et puis réellement en finir avec les hospitalisations de longue durée qui, faute de solutions ad hoc, finalement font penser qu'il n'y a aucun projet pour la personne. C'est réellement une perte d'espoir et c'est aussi une source de violence. Pour protéger et soigner sans contrainte, il y a une importance de transformer le système au-delà du sanitaire. Alors, on milite, nous, beaucoup pour un ambulatoire, mais l'ambulatoire, ce n'est pas synonyme d'économie. Il faut vraiment penser un ambulatoire qui permette d'éviter le décrochage avec un accompagnement très important pour limiter les ruptures de soins, en particulier au moment de la sortie de l'hospitalisation. Mais on attire votre attention, il ne faut pas transformer l'entourage en acteur de soins. Et nous voyons quelquefois dans des projets de HAD ce point-là, et c'est important de tenir compte des capacités de l'entourage. Elle n'est pas forcément elle ne souhaite pas être acteur. Il faut vraiment qu'elle soit là en tant que veilleur, en tant que participant, en tant qu'entourage, mais à sa juste place. Alors, nous disons aussi, et nous le répétons, que le sanitaire ne peut pas tout porter. Je ne sais pas ce que seront les assises de la psychiatrie, mais tout mettre sur les soins est une erreur. Je crois qu'il faut absolument penser à toutes les répercussions que la maladie a sur le quotidien de la personne. Et donc, ce bilan social doit être mené en même temps qu'un bilan sanitaire. Malheureusement, aujourd'hui, le handicap psychosocial, comme l'appelle l'ONU, nous l'avons appelé le handicap psychique, il est très peu évalué, il est très mal évalué, du coup il est très mal compensé et c'est vraiment une perte de chance pour la personne. Donc nous pensons que les projets territoriaux de santé mentale, il y avait là un enjeu de casser la méfiance réciproque sanitaire, médico-sociale, sociale, et peut-être demain, grâce à ces projets territoriaux de santé mentale, essayer de sortir des financements en silo. Protéger et soigner sans contrainte, c'est évidemment d'abord tenir compte de l'intérêt et de la volonté du patient, en même temps que tenir compte du soin, de son droit à être protégé. Donc c'est vraiment, je crois, et nous le vivons avec vous, et c'est là où je tiens à le dire auprès des jeunes psychiatres qui sont aujourd'hui présents, nous vivons avec vous cette notion de marcher sur un fil, comment obtenir son accord, quand, comment faciliter cet accord. Et donc, nous pensons que pour prévenir, il faut travailler sur la place de la personne de confiance en psychiatrie. Il faut continuer à travailler sur les plans de prise conjoints, sur les plans de prévention partagés. Réellement, travailler à ce que l'implantation de la décision partagée dans les pratiques soignantes, en psychiatrie et en santé mentale,
deviennent vraiment un point très fort de nos préoccupations. Donc je passe sur la personne de confiance parce qu'il n'y a pas de spécificité de la personne de confiance en psychiatrie, mais je crois que la pratique reste quand même extrêmement complexe. Seul le patient peut révoquer sa personne de confiance qu'il a désignée et donc il est très important de travailler ce point bien en amont, pas pendant la crise et pas au moment où la personne est réhospitalisée. C'est un travail qui doit se faire au sein des CMP, au sein des hôpitaux de jour, en tout cas dans tous les lieux où la personne reçoit des soins. Plan de crise conjoint, le plan de prévention partagée, je ne vais pas y revenir, je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut poursuivre. Il faut travailler ça avec la personne, travailler avec son entourage, et c'est un moyen important pour que cette personne devienne acteur de ses soins. Alors, soigner sans contraindre, et ça a été dit tout à l'heure par la personne par Madame Fornaro, eh bien, c'est reconnaître nos vulnérabilités. On reconnaît très facilement la vulnérabilité du patient usagé. Nous, entourage, on doit aussi apprendre à reconnaître nos vulnérabilités, nos peurs. Nos peurs que la personne ne soit pas soignée, la personne fugue, etc. Les vulnérabilités de la société, parce que tout le travail que nous menons doit tenir compte effectivement du regard que la société porte sur les personnes, les vulnérabilités de l'équipe soignante. Et donc, je crois que nous avons à travailler sur ces vulnérabilités différentes pour élaborer un plan ambitieux, redonnant de la fierté aux acteurs que vous êtes, menant des actions de formation et de prévention pour tous, pour les soignants, pour les personnes elles-mêmes et pour les familles. Donc la volonté politique doit vraiment dépasser cette vision sécuritaire qui aujourd'hui est dans les mains du sous. Mais ça nécessite des moyens humains parce que accueillir la personne nécessite des moyens. Avoir des centres de crise pour dispenser des soins sans délai nécessite des moyens et on ne peut pas pratiquer du aller vers sans qu'il y ait des moyens qui lui soient dédiés. Donc favoriser le pouvoir d'agir, c'est aussi la place de l'annonce du diagnostic et la place du secret médical. Seulement, dans la place de l'annonce du diagnostic, eh bien, il y a aussi toute la recherche. Parce que dans le nouveau baromètre qui va sortir dans quelques semaines, vous verrez que cette annonce du diagnostic est très peu fréquente, qu'un certain nombre de personnes importantes n'en ont pas, et que à partir de là, il est difficile pour elles de se mettre dans une démarche de soins. Partager ce diagnostic avec son entourage, c'est aussi tout un travail, parce que le respect de la vie privée, le secret médical, sont des droits fondamentaux. Mais en même temps, pouvoir partager le diagnostic avec son entourage, eh bien, c'est aussi se donner la chance que cet entourage puisse apporter un soutien direct à la personne. Donc, il y a là aussi tout un travail, tout un pan de travail qui est extrêmement important. Alors, quelques points clés, je pense, à retenir. D'abord, travailler sur qu'il n'y ait plus du non-respect des personnes, dont les pratiques coercitives. C'est très important de travailler cette notion de respect, cette notion de droit. La contention a des conséquences, non seulement sur les personnes qui en sont victimes, mais aussi sur ceux qui l'ont mise en place. Et rappelons-le tout le temps, un effet toxique sur les futurs malades, un effet stigmatisant vers le grand public, et c'est un vrai frein aussi pour les familles. Mettre les droits humains et le rétablissement au premier plan des politiques publiques, les lois et les réformes, et intégrer la CIDPH comme nouveau paradigme dans le domaine de la santé mentale. Mais mettre ces changements en œuvre restera difficile si les investissements humains et financiers dans la santé mentale restent insuffisants.
Donc la liste des défis à relever est longue. Elle commence par changer le regard posé par notre société sur les troubles psychiatriques et nous en sommes persuadés, les murs qui enferment ne sont pas que ceux de l'hôpital. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était un peu très clair.